Bonjour à tous et à toutes. Euh, c'est très aimable pour vous de trouver un moment dans vos agendas et s'intéresser au sujet tel que la cybersécurité. Donc, je suis entourée de mon équipe qui est à côté pour m'aider à organiser cet webinaire au mieux, puisqu'on ne voit pas forcément les participants et vous avez un petit chat qui doit vous permettre à poser des questions et éventuellement réagir. Et donc, dans ce cas-là, Marie-Luz qui est à mes côtés, il va m'aider à dire qu'il a des questions et ainsi de suite. Donc, nous avons pris l'audace pour ce webinaire qui finalement qui s'inscrit dans la série de webinaires qu'Opéra Cyber réalise depuis quelques mois pour justement prêcher le bon parole, pour expliquer que la cybersécurité et surtout la la menace n'est pas fatale et qu'avec une action collective, tous ensemble, on peut agir de façon que nos structures, nos entreprises, voire nos vies privées peuvent être protégées. Donc, nous, Opéra Cyber, on travaille beaucoup pour les petites, moyennes entreprises et assez souvent, on trouve les axes d'accompagnement qui permettent à notre équipe à réaliser des actions réellement pertinentes pour protéger au moins 90% de surface d'attaque. Donc, Opéra Cyber est une société, un cabinet de conseil qui a été créé au début 2021. Mon associé Hervé Talmonsi et moi, dès Tatiana Lerina, dès la création de l'entreprise, on pensait qu'il y a un véritable vecteur du travail, on va dire, qu'il est tel que périmètre PME, PMI, voire TPO, parce que ce sont les entreprises qui n'ont pas encore forcément pris soit la conscience, soit l'action pour les protéger dans cette époque qui est marquée par la transformation numérique. Donc, Opéra Cyber, il propose plusieurs services. Peut-être que je ne vais pas arrêter à les nommer tous. Vous allez avoir le support et si vous êtes motivé, vous pouvez les lire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir que grâce à notre expérience depuis quelques années, nous avons compris, su développer l'offre qui se voit pragmatique et adaptée aux sociétés de taille modeste pour faire en sorte qu'avec notre aide et aussi avec les subventions telles que la BP propose à l'instar des autres acteurs, les sociétés de taille modeste qu'on appelle small middle business, ils peuvent aussi être armés contre la menace cyber. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est bien de provoquer et commencer cette webinaire en disant que il est souvent, vous pensez que votre organisation, vous-même, vous êtes prêt à faire face aux attaques de cybercriminels, donc aux cybermenaces. Et est-ce que en réalité, c'est bien le cas? Nous allons voir et puis chacun tirera ses propres conclusions, mais en tout cas, ce qu'on se donne comme objectif, c'est de vous présenter comment non seulement évoluer la maturité cyber de votre entreprise, mais aussi vous donner quelques clés pour que les failles ne soient pas détectées trop tard, parce qu'on sait très bien que l'homme a des rêves d'eau et qu'il est mieux anticiper et on va dire agir en anticipation que subir. Donc, pour suivre ce webinaire, nous proposons à l'ordre du jour de 4 parties. Donc, dans l'introduction, nous allons vous faire peur et rappeler pourquoi la cybercriminalité explose et à combien on constate cette explosion. Par la suite, on va passer par les étapes assez classiques, comment on peut évoluer, comment on peut renforcer, comment on peut réaliser nos actions. Donc, on y va. Introduction. Qu'est-ce qui se passe assez régulièrement? Nous faisons beaucoup, évidemment, la prospection, commercialisation de nos offres. Et assez souvent, la cybersécurité, ce n'est pas du tout le sujet qui est le sujet prioritaire pour les entreprises. Je parle bien des entreprises telles que PME, PMI, réellement les entreprises de petite taille. C'est compréhensible. Le contexte économique nécessite que les chefs d'entreprise dépensent énormément d'énergie pour maintenir leur business, pour développer leurs capacités opérationnelles, pour faire en sorte qu'ils puissent continuer de payer les factures électriques ou d'autres factures. Et donc, on est bien beau à dire que vous pouvez
éventuellement même si tu as une attaque cyber, déposer un bilan, ce n'est pas pour autant qu'ils vont réagir tout de suite. Et oui, c'est bien dommage parce que une fois que la société est attaquée, l'État globalement, c'est l'état de panique. On s'aperçoit que quelques actions assez simples pouvaient éviter les dégâts qui parfois assez violents, y compris sur les personnes, on va dire, qui travaillent au sein de l'entreprise et pas uniquement sur le système d'information ou sur le business. Donc, pourquoi la cybercriminalité explose? Les tendances avec les applications sont assez simples. Aujourd'hui, la tendance, elle est aller vers la transformation numérique. Finalement, la transformation numérique veut dire qu'on migre nos actifs vers le cyberespace. Le cyberespace est le premier espace qui a été créé par les hommes, avec les ordinateurs, les câbles, les bases de données, les protocoles, les langages et ainsi de suite. Et finalement, le fait que nos actifs ou les actifs de nos entreprises sont déplacés dans ce cyberespace, c'est considéré positif puisque le gain de productivité il est à la recherche de ces activités, mais finalement ça ouvre ou ça augmente la surface d'attaque d'exposition de ces entreprises. Finalement, plus une entreprise est connectée, plus elle offre les portes aux cybercriminels, ce qui vient de soi. C'est quand vous avez une petite cabane avec une seule porte, sans fenêtre ni sans d'autres fenêtres aux étages supérieurs, c'est finalement une seule porte à protéger et observer. Quand vous avez votre maison qui devient un château avec plusieurs éléments, avec plusieurs portes d'entrée et ainsi de suite, évidemment, la protection elle doit être plus sérieuse. Surtout que désormais, les actifs numériques, ce sont les bilans, les comptes bancaires, les données qui concernent nos clients ou nos collaborateurs ou nos fournisseurs, ils se trouvent en cyberespace. Finalement, ce sont les informations qui sont sensibles pour le business de l'entreprise. Les concurrents peuvent être intéressés par ces informations également, ou les personnes telles que les activistes. Et donc, ce sont les informations qui ont beaucoup de valeur et se retrouvent en cyberespace. Et finalement, comment se protéger est une question. Et ces flux d'informations quotidiens sont devenus indispensables pour la vie d'une entreprise. Mais la maturité de l'écosystème français, il reste perfectible en matière de cybersécurité. C'est comme si on a donné un outil, et c'est pas comme si c'est réellement le cas, on a donné un outil au début des années 2000, donc on a commencé à accélérer cette transformation numérique à partir de Covid et finalement comment utiliser ces couteaux suisses de façon à ne pas se blesser ou ne pas donner aux autres les moyens de nous blesser ou nous faire mal est bien une question qui reste à ce jour encore ouverte. Donc les chiffres ici présents sont assez alarmistes. Je ne veux pas forcément passer par chacune des diagrammes pour vous parler de chacun des éléments ici présents. Ce qu'on sait que le marché, ce qu'on appelle le marché de la cybersécurité, il était déjà à 6 milliards d'euros en 2022. Si je ne me trompe pas, c'était le rapport qui a été fait au Sénat par une commission parlementaire. Et donc la projection elle est à devenir à 7 milliards d'euros d'ici 2029. Donc finalement, il n'y a pas aussi de secteur d'activité ou de type d'entreprise qui qui possèdent pas les informations que les criminels qui peuvent intéresser les criminels. Et globalement, ce qu'on peut dire ici que les entreprises françaises constatent une augmentation des attaques multivectorielles et ce niveau d'augmentation il est à 94%. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas fait peur encore, on peut aller plus loin avec quelques éléments de contexte qu'on a donné tout à l'heure. Finalement, dans cet environnement qui est caractérisé par escalade de menaces, y compris en raison des
de la guerre économique et des conflits géopolitiques, les attaquants n'hésitent pas à s'en prendre aux plus vulnérables. Les TPE, les PE, les ETI ne sont pas matures ou encore faiblement matures en termes de cybersécurité. Et donc, ils peinent à entreprendre cette démarche parce que, d'une part, c'est pas leur activité primaire et ils leur manquent des moyens, ou parfois, ils sont aussi méconnaissances, ou parfois le déni. Le déni, et donc, ça se fait qu'ils ne vont pas y même penser. C'est beaucoup plus rare désormais, mais ça existe encore. Donc, finalement, ils se connectent à ce cyberespace en étant mal préparés, mal protégés, mal informés, et ils représentent désormais une cible privilégiée pour les acteurs tels que cybercriminels. Donc, on aimerait aussi, on va dire, souligner ici que toutes les entreprises sont exposées à la cybercriminalité et surtout de la cybercriminalité de masse. Si avant on a parlé des entreprises telles que Grand Compte, les grandes entreprises industrielles, etc. Aujourd'hui, c'est révolu. Donc les bris cyber, on va dire les attaques non ciblées diffusées à grande échelle, font en sorte qu'on ne sait pas si on sera attaqué, mais on sait qu'il faut se préparer pour un jour quand on sera attaqué parce que c'est pratiquement certain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à cette explosion de la cybercriminalité? Que oui, bien sûr, on attend parfois les paroles des dirigeants des TPE, PME, comme quoi je suis assez petit, je ne possède pas l'information qui peut intéresser un cybercriminel. Ce sont, on va dire, les idées reçues qui encore malheureusement d'actualité parfois. Donc on lutte, on sait les acteurs dans l'écosystème, on lutte contre ces idées reçues pour justement aider les chefs d'entreprise à anticiper leurs actions et surtout en disant qu'indépendamment de la taille de votre entreprise, vous possédez les informations qui peuvent réellement intéresser un cybercriminel. Les entreprises, non seulement, c'est un lien avec le premier point, les entreprises, non seulement, ils peuvent intéresser un cybercriminel parce qu'elles-mêmes possèdent les informations qui peuvent être vendues sur le dark web, mais aussi parce que cette information peut être utilisée pour monter une attaque, réaliser une attaque de taille ou d'attaque plus sophistiquée pour finalement attaquer une autre entreprise, un grand compte, une entreprise industrielle, parce que vous êtes fournisseur ou vous êtes fournisseur de fournisseur d'une société qui peut intéresser un attaquant. Donc, c'est exactement ce qui est écrit à la fin de cette page-là, comme dans le cambriolage, lorsque la porte d'entrée est blindée, le voleur va chercher à passer par la fenêtre. Donc, sur la page ici présente, on vous montre quelques exemples, quelques chiffres. Ici, ce qu'on montre, c'est les informations qui étaient publiques, en sachant qu'il y a une partie d'iceberg qui reste invisible, ni pour les analystes, ni pour la site, on puisse vérifier quel était le vecteur d'attaque. Donc, globalement, ce qu'on dit ici, qu'il n'y a pas de ni secteur d'activité, ni taille d'entreprise, ni la différenciation publique-privée. Globalement, les attaquants sont intéressés soit par les données, soit par faire en sorte que vous ne pouvez plus travailler et demander, chiffrer vos données et vous chanter et demander un ransomware, soit parce que ce sont les activistes qui veulent finalement rendre votre activité indisponible, soit ça peut être aussi l'attaque qui est programmée par un concurrent ou voire par un État. Il reste difficile à avoir l'information très fiable et aussi, on va dire, actionnable, parce qu'une société peut finalement avoir son site web défiguré, c'est considéré comme une cyberattaque, mais finalement la société, elle ne va pas déposer le bilan derrière. Non, elle va juste mettre le site actuel dans la poubelle et reconstruire à côté. Ça va lui coûter peut-être 5 000 euros et la société va continuer à travailler comme rien n'est fait, sans forcément réfléchir si ce site-là, en un format évolué, en fait en version bis, il devrait être maintenu pour
que les vulnérabilités ne soient pas exploitées par les attaquants, parce que les préjudices peuvent être faibles. Ensuite, il y a les sociétés qui ont subi des attaques telles que ransomware. Souvent, ils ne communiquent pas sur ces informations, sur ces éléments, parce qu'il y a le sentiment de honte qui est assez présent quand on est quand on a subi une attaque, quand on a payé un rançon, mais en plus, quand on paye un rançon, on n'a pas pu récupérer nos données. Donc, ces informations aussi restent parfois à dénicher par les petites gouttes. Les informations concernant France Travail ou ce que vous voyez ici, VM10, ce sont des informations qui étaient publiques parce que il y a quand même la déclaration auprès de CNIL qui a été faite par ces entreprises-là. Et donc, l'information rendue publique, analysée, peut nous donner les sources assez fidèles à ce qui est lieu. Et globalement, ce qu'on peut dire, que nous, au PRCBR, on a eu des opportunités d'accompagner les sociétés à la suite des attaques cyber. L'attaque cyber fraude au président, elle est assez fréquent. Il n'est pas il n'est pas sur le piédestal. Si vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr, vous allez avoir un palmarès des attaques en fonction si vous êtes en particulier une entreprise ou une collectivité territoriale. Donc, cette usurpation d'identité du président et l'attaque fausseur de gouvernement, donc FOVI, il n'est pas souvent très qualifié parce que, pareil, l'information ne sont pas partagées. Et pourtant, c'est l'attaque qui coûte énormément aux entreprises. Les cas où nous étions consultés, le premier cas, il était pour sauver, entre guillemets, 250 000 euros, donc en 4 millions. Et deuxième cas, on était aux alentours de 180 000 euros. Et très souvent, quand on fait nos interventions dans les clubs des entreprises, les clubs d'affaires, les dirigeants nous adressent s'adressent à nous un peu de façon plus en chambre intime en disant que oui, notre entreprise ou moi-même ou mon assistante a fait une action qu'on a perdu 30 000, 40 000, 60 000 et ainsi de suite. Donc, je peux vous apporter cette réponse qui est la mienne. Et puis, si jamais vous voulez peut-être parler au sein de vos entreprises les informations, les sources encore plus récentes, je peux écrire moi en direct, vous allez avoir mon adresse email à la fin, et je peux partager avec vous ces informations. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, la source, c'est depuis 2022, l'inclusif comme chaque année, a publié son rapport Panoracrime. Donc, en 2022, c'était la 22e édition. Vous pouvez facilement trouver les éditions de l'année qui ont suivi. Parce que depuis 2022, on parle finalement de changement de paradigme. On dit que désormais, disons que maintenant, désormais, aujourd'hui, c'est réellement le cas, mais en 22, 23, 24, c'était déjà les tendances lourdes que nous avons identifiées. Les cybercriminels, ils s'intéressent à tout type d'entreprises. Les entreprises de cybercriminels sont organisées dans les sociétés à plusieurs niveaux, à holding, ayant des vraies activités spécialisées. Donc, on peut avoir une société qui est, on va dire, un groupe de cybercriminels qui va s'intéresser plutôt à tout ce qui est cyberingénierie, une autre à R&D, troisième à faire la revente des données qui étaient dérobées, quatrième à faire service après-vente auprès de l'entreprise qui ont été rançonnés, je sais pour justement faire en sorte que ils puissent payer les rançons. Donc, globalement, ce qu'on dit, parler de crime organisé n'est pas le bon terme désormais. Il s'agit de crimes industrialisés. Et donc, finalement, là, c'est réellement une explosion de cybercriminalité, mais de cybercriminalité extrêmement bien organisée, soudée, qui font eux-mêmes leur benchmark
qui peuvent même publier sur le dark web au regard des solutions telles que antivirus, anti-malware, et s'ils trouvent cette solution suffisamment robuste ou pas, et donner leur note. Donc finalement, il y a deux camps. Et parfois, c'est assez marrant de mettre ces informations en relief pour savoir quelle est l'opinion de cybercriminels et quelle est finalement l'opinion des organismes tels que Gartner ou les publications marketing. Donc, maintenant, on a l'habitude de dire que cette menace augmente l'année après l'année, et surtout qu'elle est tendue à ceux qui n'ont pas été ciblés jusqu'à là. Donc, maintenant, comment on avance? La cyberattaque, ce n'est pas ici, mais quand? Ok, mais est-ce que c'est réellement simple et comment il faut s'y prendre? Donc, chez nous, on se dit que d'une part, il faut bien comprendre si on est exposé à un risque ou à un risque cyber ou pas. Ça commence par la réflexion assez pragmatique. Quelle est mon activité? Est-ce que cette activité est connectée? À combien elle est connectée? Et quels sont les risques finalement de fait que cet actif de mon entreprise se trouve dans ce fameux cyberespace? Pour cela, il faut pour comprendre à quel point on est exposé et quel est le risque encouru. En fait, ça commence par le diagnostic. Ça commence par les actions relativement simples. Comment aujourd'hui mon activité est organisée? Quelle est la culture de mon entreprise? Est-ce qu'il y a déjà relativement la culture cyber développée? Et de point de vue technique, comment les assets numériques sont gérés? Est-ce que les vulnérabilités sont corrigées dans le temps ou pas? Donc ensuite, quand on s'est dit, OK, on sait qu'on commence par diagnostiquer déjà ce qu'on possède, ce qu'on fait, comment on fait, et surtout sur les trois périmètres techniques, organisationnels et humains. Donc, on va avoir la vue d'ensemble. On va comprendre que sur certains items, nous sommes plutôt solides, sur les autres, moins solides. Donc là, vous voyez ici un exemple tiré d'une étude réalisée dans la BDI, en se basant sur le guide d'hygiène Lancy, un petit peu enrichi, toujours dans le contexte de notre intervention avec la BPI. Et finalement, ça permet d'identifier quels sont les points de vigilance ou d'urgence. Parce que toujours est-il, on peut protéger ce qu'on connaît. Si on a les angles morts, il faut les comprendre, il faut les connaître, mais il y a aussi les contraintes économiques, les contraintes de réalité. Donc, il faudrait que ce plan d'action qu'un consultant peut vous proposer, il soit relativement réfléchi pour que la priorisation puisse être faite de façon pragmatique. Donc, par la suite, finalement, on dit que le pirate peut exploiter les faiblesses, mais il faudrait faire les actions avant que le pirate les exploite. Donc, la deuxième question, la deuxième étape, une fois que le diagnostic est fait, comment on renforce? Donc, il existe globalement 5 niveaux de la maturité, et ce n'est pas chaque entreprise qui doit chercher ce niveau de maturité. Certaines sociétés peuvent rester sur le niveau 2 et c'est déjà largement suffisant. D'autres sociétés qui possèdent peut-être des données extrêmement sensibles ou qui produisent des applications pour d'autres sociétés de grands comptes ou qui possèdent peut-être les secrets qui peuvent intéresser les États ou les concurrents, évidemment, ils doivent se poser la question à quel point l'information est sensible et qui peut intéresser et est-ce que je ne dois pas mettre la protection en puissance 2. Donc, très souvent, le niveau 3 pour les sociétés, on va dire, classiques, c'est suffisant. C'est-à-dire que je connais mon périmètre, je connais mes faiblesses, je pilote ces activités. Je sais que demain trimestre qui va commencer, je vais peut-être mettre l'accent sur la collection des vulnérabilités techniques qui ont été identifiées lors de mon audit technique, ou peut-être l'année 2026, je vais commencer par un programme, par une campagne de sensibilisation pour faire en sorte que la culture cyber monte progressivement au sein de l'entreprise, qu'il y a cet apprentissage régulier à comment je réagis face à un mail qui me semble suspect.
Donc, il y a plusieurs livrables dans ce cas-là qui peuvent vous fournir par un consultant. Donc, évidemment, ici, je présente les livrables qui sont relatifs à notre travail en particulier. Très souvent, on présente des notes sur le périmètre technique, le périmètre plus global qui englobe le périmètre organisationnel, technique et humain. Et donc, finalement, tous ces livrables, tous ces documents doivent vous aider progressivement à arriver vers un plan d'action et une feuille de route réalisant les actions, peut-être soit à plus forte valeur ajoutée, parce que les périmètres sont les plus techniques, soit peut-être les QQ. Et si ce travail est fait, mais derrière, finalement, il n'y a pas de pilote dans l'avion, ce sera dommage, et c'est quelque chose qu'on raconte aussi assez souvent. On perd ce momentum, en fait, cet enthousiasme des chefs d'entreprise, parce qu'après, la routine les rattrape, et ils n'ont pas forcément de budget pour faire appel à un consultant d'extérieur afin de piloter leur plan d'action, et c'est quand même bien dommage. Mais néanmoins, la grille d'évolution, les tests d'exposition, inventaire et photographie pour savoir qu'est-ce que je possède et avec quel droit mes collaborateurs accèdent au système d'information, le plan d'action et feuille de route peut vous permettre de façon progressive, adaptée à votre contexte, adaptée à votre budget, à votre portefeuille, faire en sorte que vous augmentez votre niveau de maturité. Et ensuite, si on parle de pérenniser, ce qui est bien important, c'est-à-dire que faire le sport pendant un mois ou se préparer à un marathon, c'est peut-être l'un d'autres négatifs. Maintenant, si finalement par la suite, les attaquants courent toujours plus vite que les protecteurs, finalement, vous ne mettez pas à jour vos systèmes. À un moment ou un autre, on va se retrouver dans le point de départ. Donc, à reprendre le diagnostic et voir quelles sont les vulnérabilités de nouveau détectées. Donc, plus à long terme, la protection cyber relève de multiples dimensions. Ces dimensions doivent être supervisées et contrôlées régulièrement dans notre projet. Ça veut dire que le dirigeant de l'entreprise, ou peut-être le DAF, ou une autre personne qui pilote globalement le risque de l'entreprise, parce que finalement, la cybersécurité, il contribue à quoi? Elle contribue à la résilience de votre activité, à la résilience de votre business. Donc, il faut un pilote dans l'avion qui va régulièrement poser les questions, OK, est-ce que ce qu'on a vu sur le volet technique, ça a été corrigé? Est-ce qu'on a connecté d'autres systèmes d'information? Il ne faut pas peut-être les négliger et de nouveau réaliser des tests techniques. Est-ce que sécurité physique, c'est-à-dire que les badges, les rentrées, les clés, les postes qui sont attachés ou pas, finalement, est-ce que c'est vérifié ou pas? Factuellement, est-ce que les nouveaux collaborateurs ou les anciens, ils ont signé le charte? Est-ce qu'ils ont compris sur quoi ils s'engagent, à quoi ils sont opposables, etc. Pour ça, finalement, évidemment, quels sont les process pour contrôler ces activités? Ça peut être parfois les process pas forcément écrits, mais au moins dit, réfléchi, on va dire partagé entre les dirigeants et les managers, et pour faire en sorte que aussi cette culture cyber fait foisonner les idées et les informations entre plusieurs niveaux au sein de l'entreprise, indépendamment si vous êtes manager, si vous êtes employé, si vous êtes peut-être une personne qui aide à faire le ménage. Globalement, c'est la culture dans sa globalité qui peut amener la société à une meilleure robustesse. Parce qu'on a, on va dire, une clé corrompue connectée à votre ordinateur, finalement vue par votre collègue, peut faire en sorte que le programme n'est pas déployé. Donc c'est une simple observation et ça aide à détecter au plus vite et voir ralentir la propagation du programme ou de l'attaque in fine. Donc ensuite, évidemment, il y a la couverture juridique. On peut se poser la question comment notre relation avec nos partenaires prestataires il est couvert par les SLA ou parfois par les clauses contractuelles. Et est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce que l'assurance est une des solutions? Comment on peut transférer, on va dire, une partie de notre risque? Et dans ce cas-là, une assurance cyber peut être une réponse adéquate. Donc,
Parmi les 4 mesures, parmi les mesures, voilà les 4 qu'on met en conclusion en SGR, c'est connaître mes assets et savoir ce que je dois protéger, ne pas transiger sur le minimum technique vital, qui est souvent assez peu coûteux, sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs et anticiper la gestion des crises. Donc, il est essentiel pour ça faire appel à des prestataires qualifiés. Donc, pour les identifier, il y a plusieurs labels qui peuvent vous permettre de le faire. Le projet de la BPI, il est assez bien cadré. Le coût du projet en tout, il est à 8 200 € et la moitié, il est prise en charge par la BPI. C'est-à-dire que grâce à ce dispositif, qui sera 3 mois maximum en termes de délai et 10 jours de charge pour la société mobilisée, qui espère de la BPI, vous allez avoir l'ensemble des informations que j'ai présentées ici, voire même plus. Il y a aussi la sensibilisation des dirigeants, des collaborateurs qui est réalisée dans le cadre de ce projet. Il y a quoi d'autre? Oui, il y a préparation à l'exercice à une crise cyber, pas un exercice, mais plutôt l'ensemble des éléments et des checklists qu'il faut avoir en tête. Donc, vous pouvez soit vous-même chercher le diagnostic cyber BPI, soit nous écrire et on va vous mettre en relation. N'hésitez pas, écrivez-moi, je vous ferai le retour. C'est réellement c'est quelque chose, donc on vous, si vous cherchez, les moyens comment vous faire accompagner de façon subventionnée, on vous recommande faire appel à ce dispositif. Globalement, 90% des entreprises que nous avons accompagnées ont fait appel à nous pour continuer et ils sont très satisfaits globalement d'avoir cette vue d'ensemble et voire même pas souvent ils sont surpris parce que ils ont vu certains, nous on les a amenés à voir, à comprendre peut-être certains, à détecter certains angles morts qu'ils ne voyaient pas, parce que quand on est, je veux dire, dans l'activité, dans la routine, on ne peut pas les voir forcément. Nous avons vu pas souvent, mais il y a eu des cas quand on a vu les rapports techniques, dans les rapports techniques, des vulnérabilités critiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société d'infogérance ou la société qui a mis en place le site web n'a pas finalement conseillé peut-être le client pour développer quelques services un peu plus cyber, ou n'a pas expliqué au client que être admin sur les postes des collaborateurs, ça représente un risque. Et finalement, on a vu ces vulnérabilités assez choquantes, on va dire, graves. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, critique, c'est le mot qui parle de ça, mais finalement là, le plus rapide à corriger, c'était à demander les prestataires à corriger ces vulnérabilités. Finalement, le temps, quand nous avons continué et on a fait notre restitution, les vulnérabilités techniques les plus critiques, on avait déjà corrigées. Donc, ça a été assez sympa. On a eu d'autres exemples. C'est l'un des premiers projets que nous avons mené. Une société qui développe des sujets brevetés pour qu'ils deviennent des projets et après ils les revendent quand c'est le moment à les revendre pour que ça devienne les projets opérationnels de production. Et ils ont eu leur imprimante 3D, oui, c'est ça, dans les salles de réunion disponibles aux passants et l'imprimante elle était connectée de façon pas du tout sécurisée. Donc, quelque part, la société fait beaucoup de diligence et fait visiter leurs locaux. C'est très facile à rentrer dans cette imprimante et par cette porte d'entrée à comprendre comment leur finalement programme fonctionne et le know-how finalement il est plus d'actualité, il peut être volé.
Donc, et ça, pareil, on a fait part lors de notre visite sur site et quand c'était le jour de restitution, la dirigeante elle a bien compris de l'impact de ce risque-là et l'imprimante elle était déménagée dans un autre bureau. Ça demandait quelques efforts. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est très banal ou ça peut paraître comme très banal. Ensuite, ce qu'on a vu ici, c'est quelques changements au niveau des process. Par exemple, faire en sorte que quand il y a un changement de RIB au sein d'une entreprise, RIB d'un employé qui est peut-être dans le même bureau, mais quelques mètres dans le couloir, envoyer un RIB par email, c'est important. Bien sûr, il faut que ce soit écrit, il faut tracer, il faut une demande officielle. Mais cette société, il a failli d'être ce jour de notre intervention, en fait. Et la personne qui faisait les actions RH, c'était pas un RH, mais une assistante RH, finalement, elle a dit, ah, tiens, je vais vérifier. Et il a vérifié et il s'agissait que ce livre-là, il n'était pas du tout envoyé par le collaborateur. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est assez simple. Vous n'êtes pas encore nombreux, vous êtes peut-être une quarantaine. Le changement de livre, ça n'arrive pas régulièrement. Pourquoi ne pas demander régulièrement que la personne vous appelle une fois qu'elle a fait son mail, nous appelle, voir le lien vous voir en disant que je t'envoie un mail, je vous envoie un mail avec le changement de livre. Donc ça, c'est une action qui ne demande pas beaucoup de ni énergie ni investissement. Je ne sais pas si ces exemples vous plaisent, mais en tout cas, ça c'est du vécu. Et donc finalement, le RIB, c'est peut-être un salaire qui n'est pas parti sur le compte d'un pirate. Et finalement, la société, il a bien compris qu'il faut changer les méthodes. Et ça a été changé suite à notre passage.